Alors, là où je voudrais axer, c'est la gauche a-t-elle une chance aujourd'hui? Parce que il y a 5 ans, et je faisais partie de ces gens où on disait franchement, Hamon, il aurait dû se retirer, Mélenchon aurait été au 2e tour, ça aurait tout changé. Mais voilà, il était au 2e tour, il pouvait battre Macron, il avait une chance, et le pays n'aurait eu rien à voir, quoi. Le fait est qu'ensuite, il y a eu la débâcle législative, la gauche a vraiment périclité, on se souvient de ce que ça a donné, et quand on regarde les sondages d'il y a 5 ans, en fait, Macron, c'était la pire des hypothèses, en fait. Macron, c'était vraiment la pire des hypothèses. En cas de 2e tour, on avait Mélenchon aurait gagné à 60-40 contre Le Pen, Mélenchon-Macron, c'était estimé à Mélenchon perd à 40-60 contre Macron, Mélenchon gagnerait face à Fillon à 58-42, et Macron gagnerait face à Le Pen à 67-33. Ce qui aurait fallu, c'est un duel Mélenchon-Le Pen, et pour ça, il aurait fallu que Dupont-Aignan ne soit pas candidat, potentiellement. Auquel cas, Le Pen aurait été plus haute, Mélenchon aurait peut-être fait l'écart, et donc en fait, dépendait non seulement pour la victoire d'un potentiel Mélenchon au 2e tour, le retrait de Hamon, mais aussi le retrait d'autres candidats qui de toute façon ne se seraient pas retirés. Donc ça, c'est assez important d'en parler, parce que c'est aussi nous permettre de peut-être relativiser le narratif qui a pendant vraiment entre 2017 et 2019, beaucoup de gens qui avaient voté France Insoumise, moi y compris, ont été culpabilisés, ont été se plaindre auprès des gens qui ont voté Hamon en leur disant « mais qu'est-ce que vous avez fait, c'est pas possible, putain, la victoire elle était là et vous nous l'avez flinguée ». Mais en fait, la défaite aurait été au rendez-vous quoi qu'il arrive. Ça n'aurait rien changé. Si on fait le cumul de Mélenchon, Hamon et les voix de gauche dont a eu besoin Macron lui-même pour se qualifier, on aurait pu espérer ou imaginer une politique plus à gauche à l'époque. Et d'ailleurs, beaucoup pensaient ça. Beaucoup pensaient que comme Macron avait siphonné une bonne partie du PS, malgré tout, il avait fait campagne sur des thèmes qui étaient à la fois de gauche et à la fois de droite. Il promettait la GPA, il promettait, tout à l'heure je parlais de la fin de la centrale à charbon, il promettait le chômage pour les entrepreneurs, et les patrons, enfin les petits patrons et les artisans. En cas de reconversion, il promettait la légalisation du cannabis, il promettait tout un tas de lois sociales en réalité. Et on pensait aussi qu'il gouvernerait peut-être comme un Hollande, plutôt que comme un Sarkozy. Le fait est qu'il a gouverné comme un Sarkozy. Là où je veux en venir, c'est que, est-ce que la gauche a une chance de gagner aujourd'hui? Est-ce que la défaite potentielle de Mélenchon qui va arriver, pour moi c'est un fait, Mélenchon va perdre, la dynamique qu'on nous vend et le vote utile qu'on nous vend à gauche est un leurre, puisqu'en réalité, même si Mélenchon atteignait le 2e tour, même si on avait des débats du 2e tour qui seraient plus sociaux, Macron serait quand même réélu, et Macron ferait quand même une politique très à droite, voire potentiellement à l'extrême droite. Il faut voir. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, il y a 2 fois plus de candidats de gauche, sans parler des candidats d'extrême gauche, qu'il y en avait il y a 5 ans. Et c'est peut-être d'ailleurs de là d'où vient le problème, l'offre politique est très large. Pour la faire courte, est-ce que les défaites de Mélenchon sont vraiment dues à la présence d'un autre candidat de gauche qui lui ferait concurrence, ou est-ce que l'union de la gauche est impossible avec Jean-Luc Mélenchon et que quoi qu'il arrive, c'est une victoire inatteignable en fait. La gauche est morte. En tout cas, dans le jeu des présidentielles, vous avez pensé aux législatives. Quoi que les gens de gauche décident de voter là en 2022, est-ce que la priorité sera à chercher des poux chez machin ou chez truc en fonction de ce qu'il a voté en lui disant « tu as fait la défaite », alors qu'en réalité la défaite, elle aurait été au rendez-vous quoi qu'il arrive au 2e tour, et que ça n'empêcherait pas Emmanuel Macron ensuite de faire une politique de droite, telle qu'il l'a promise et telle qu'il l'assume désormais? Ou est-ce qu'on décide de se dire, bon, telle gauche pèse tant, etc., comment est-ce qu'on se met autour d'une table pour faire des concessions et faire l'union de la gauche, qui était déjà espérée en 2017, qui n'a pas eu lieu, et qui en 2022 est encore moins au rendez-vous finalement? Je ne dis pas que j'ai la réponse. C'est des questions que je me pose très sincèrement en ce moment. Macron, aujourd'hui, est beaucoup plus fort qu'il y a 5 ans, notamment avec la guerre en Ukraine, qui le renforce très clairement. Moi, j'ai parlé à des gens de ma famille qui m'ont dit qu'ils allaient voter Macron. C'est des gens, c'est pas de pognon, ils sont pétés par le travail, ils sont fondamentalement, je pense, ils ont un fond de gauche. Alors, ils ont un fond de droite aussi sur certaines questions, mais ils veulent plus de pouvoir d'achat, ils veulent plus d'égalité, ils veulent plus de démocratie, mais ils vont voter Macron parce qu'ils se refusent à voter Jean-Luc Mélenchon et parce qu'ils ne connaissent pas vraiment qui y a d'autre, à part peut-être Zemmour et Le Pen, pour qui s'exclut.
Non, l'union de la gauche, c'est pas du tout que les libéraux qui en parlent, et c'est pas du tout surtout les libéraux qui en parlent, en réalité. L'union de la gauche, c'est aussi des candidats de gauche qui sont mis autour d'une table au début de la campagne, si vous vous souvenez, à Paris. Moi, je suis chercheur sur ça, mais au Royaume-Uni, on remarque c'est qu'en temps de défaite, la scissiparité des partis de gauche est plus importante qu'en période de succès, donc Moirf. Le vrai problème, c'est que les vieux votent plus que les jeunes et qu'ils sont plus à droite. Alors oui, peut-être. Alors j'ai lu que aussi, la droite, actuellement, se félicite beaucoup du fait qu'il pourrait potentiellement avoir une grosse abstention, puisque l'électorat qui se mobilise traditionnellement est un électorat qui ne vote pas trop pour les extrêmes, entre guillemets, en incluant Jean-Luc Mélenchon dans ces extrêmes, d'ailleurs, au passage. Typiquement les quartiers populaires, mais aussi les désociabilisés, les marginaux, ce que vous voulez. Et les gens qui ne croient plus en la politique, ces gens-là, quand ils décident d'aller voter, ils ne votent pas LR, ils ne votent pas PS, quoi, ils votent même pas LREM, en fait, ils votent ailleurs, sur le spectre politique, et que l'abstention, a priori, profiterait potentiellement plus à la gauche, mais aussi potentiellement au Front National. Il faut savoir que le deuxième vote qui arrive en tête chez les 18-24 ans, c'est Emmanuel Macron actuellement. Il va avoir une période durant laquelle les sondages seront interdits, je crois que c'est 3 jours avant le scrutin, mais actuellement, effectivement, on en parle beaucoup, et déjà en 2017, on disait que c'est les sondages qui faisaient l'élection. Globalement, ils ne se trompent pas beaucoup. Et est-ce qu'on n'a pas déjà le résultat, quelque part, actuellement? Est-ce que ça vaut bien la peine de se prendre la tête là-dessus? Et est-ce que, si on est contre la politique d'Emmanuel Macron, l'idée n'est pas de penser aux législatives là tout de suite, de commencer la campagne des législatives? Il faut garder espoir. Pourquoi le perdre, en fait? Par définition, quand tu perds l'espoir, tu ne choisis que rarement de le perdre. L'espoir, c'est pas tu décrètes de le perdre, c'est tu le perds par la force des choses. Macron va faire des politiques désastreuses chez les jeunes et c'est le second vote chez les jeunes. Ben oui, mais c'est comme il y a énormément de classes populaires qui votent pour Marine Le Pen, alors que Marine Le Pen, son programme économique, ce n'est pas d'améliorer le quotidien des classes populaires. Les gens ne votent pas en fonction du programme. C'est ça aussi, Emmanuel Macron n'a pas besoin d'un programme, il peut se faire réélire juste sur le critère qu'il a été président. Et c'est une chose que j'ai beaucoup entendue dernièrement. C'était oui, mais ils critiquent tous le président, mais eux, ils étaient pas aux commandes, donc ils ont rien à dire. Donc nous, on revote pour le plus présidentiel, qui est le président, par la définition même des choses. L'absence de la question écologique du débat, parce que l'Ukraine, le pouvoir d'achat, fait beaucoup de mal à la gauche. Oui, l'Ukraine, là, actuellement, l'Ukraine fait beaucoup de mal à la France insoumise, hein, je pense très clairement, notamment avec des sorties comme on a eu, comme celle de Corbière hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, pour dire que le Poutine a changé, que c'est pour ça que Poutine maintenant c'est caca, mais que ça l'était pas avant. Non, Poutine ça a toujours été caca, au bout d'un moment qu'on se le dise. Je suis peut-être brainwatch par l'école et aller voter ce citoyen, mais pour moi oui, ça sert toujours de se battre, c'est surtout pour les minorités, pour qui ça risque très mal de se passer. Mais encore une fois, Mélenchon au deuxième tour, qu'est-ce que ça change? À part que Mélenchon sera hégémonique sur la gauche, et posera toutes les conditions de comment la gauche doit voir sa ligne, parce qu'il aura la légitimité de ce score. Si jamais tu te mets dans la perspective des législatives, ce qui est par exemple la perspective d'Anne Hidalgo, très clairement, Anne Hidalgo, il va pas là pour gagner. C'est vraiment de se dire, si la France insoumise fait, admettons, la France insoumise font 13, Jadot fait 7, PCF fait 5, fait 25 au total. Ils disent, on peut choper un quart de l'Assemblée. Bon, faut qu'on se mette ensemble, on est stratégique. Bon, Mélenchon, t'as fait à peu près la moitié de ce score, tu prends la moitié des députés, on donne, je sais pas, un peu plus de la moitié à Jadot et un peu moins de la moitié à Roussel. Et là, comme ça, t'as une dynamique. T'as 3 groupes qui peuvent voter ensemble, qui peuvent proposer des choses ensemble, mais qui, sur certains points, vont quand même ne pas être d'accord. Est-ce que c'est pas une façon de voir les... Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe en France. En France, les législatives, moi, dans ma circonscription, dans celle que je vais voter, moi, il y a 5 ans, il y a 4 partis de gauche qui se sont présentés, aucun n'a été qualifié au second tour. Alors que quand si tu fais le total de leur voix, il y avait moyen. Mais bon, bref. Bon, ça, on pourra en parler pendant 10 ans, ça aussi. Donc du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que souvent, il y a des accords pour les législatives, en fonction de leur score, de leurs promesses, des remboursements, des potentialités, des dynamiques, etc. Savoir, par exemple, un des accords qui avait été fait entre Hamon et Jadot pour le retrait de Yannick Jadot en 2017, ça j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu en parler, ça comportait notamment dans quelle circonscription le Parti socialiste ne proposerait pas de candidat pour être sûr que le candidat écologiste ait un boulevard. Et donc souvent, on sépare alors 2 types de circonscriptions, les potentiellement gagnables et les potentiellement pas gagnables.
Et donc, dans les potentiellement gagnables, il y avait eu dans l'accord Hamon-Jadot le fait que le Parti socialiste ne mette pas de candidat en face de Cécile Duflot, par exemple. Ça avait été un désaccord. Bon, Cécile Duflot a fini par faire 15% et elle a dégagé. Hein. Là, elle n'a pas été qualifiée. On s'en fout des législatives? Bah non. Ah non, non, bien sûr que non, bien sûr que non. Si demain, si Macron l'a fait 30 et il pense qu'il a gagné, mais que demain, il a moins de 50% des députés, ça change tout. Ça change tout. Il y a aussi une différence entre avoir la majorité de l'Assemblée et avoir les 3/5. Si Macron il a 3/5, il peut changer la Constitution. S'il les a pas, il peut pas. A priori, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il faut 3/5 de la Constitution pour changer. 3/5 de l'Assemblée pour changer. Ah, c'est 3/5 du Congrès. Merci. Pas pour moi. Et les législatives, c'est au contraire ce qui fait la politique interne du pays. Pour ça que je pense qu'il faut acter la défaite. Ce qui risque de se passer, effectivement, c'est aussi... Là, on va faire de la politique fiction 2 secondes. C'est... Là, LR est en train de mourir. LR, en fait, est en train de subir ce que le Parti socialiste a subi il y a maintenant 5 ans. Et c'est déjà en cours, en réalité. On a eu notamment Éric Woerth, qui est une scission, en fait, importante à LR. Enfin, une scission en au moins 3 blocs. Probablement le bloc qui partira à l'extrême droite, enfin, celui qui n'osait pas le faire, et ça a déjà commencé. On a ceux qui partiront chez Macron, comme c'est le cas d'Éric Woerth, et on a ceux qui hériteront du parti et qui ne voudront pas le lâcher. Parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux, parce qu'il y a beaucoup tout un tas de trucs, comme le PS actuellement. Quand voulez-vous que la gauche gagne les législatives? Non mais moi je ne pense pas qu'il faille parler de gagner, je pense qu'il faut plutôt se dire, essayer de réduire, quoi. Comment tu fais pour ne pas abandonner l'espoir qu'un jour ce sera mieux pour les gens? Qu'on n'ait pas un gouvernement pour les riches au mieux? Alors moi, l'espoir, je ne le fonde pas dans les élections. Mon espoir, je le fonde dans les mouvements sociaux. Mélenchon, sa promesse principale, et ce sur quoi il axe tout, c'est la 6ème République. Et c'est la promesse de plus de démocratie, etc. Très bêtement, je me dis que on ne change pas un système politique par le système politique lui-même. Le système ne vote que très rarement pour qu'il évolue lui-même dans la bonne direction, en fait. J'ai l'impression que le système est fait pour s'auto-entretenir le plus possible, et telles qu'elles sont constituées les règles de la 5ème République pour les votes présidentiels et désormais le calendrier des législatives, tout est fait pour, aujourd'hui, que le président ait tous les moyens de diriger le pays comme bon lui semble, sans que la contestation ne puisse émaner directement du champ politique. Donc ce que je me dis très pragmatiquement, c'est que la 1ère République s'est terminée avec la proclamation de l'Empire et l'arrivée de Napoléon. Il a fallu attendre qu'il chute pour qu'elle revienne. La 2ème République s'est terminée, elle aussi, par un coup d'État, tant pour moi. Napoléon III, pardon. 2e Empire. Ensuite, il y a la 3ème qui est revenue après qu'on ait perdu la guerre contre les Prussiens. Elle a chuté avec la guerre, la 2e Guerre mondiale, et la 4ème République, elle a chuté avec la guerre d'Algérie, finalement, le rappel du général de Gaulle, etc., etc., etc. Donc, très pragmatiquement, pour dire ce qu'on appelait d'ailleurs, ce que Mitterrand appelait d'ailleurs le coup d'État permanent. Donc, je me dis que, pour moi, le mouvement social est le seul moyen de faire venir des changements politiques, même si c'est des petites victoires. Par exemple, je pense que la plus grosse victoire en termes de pouvoir d'achat de la part de la classe ouvrière ces 5 dernières années pour les Français, ça a été la conséquence du mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont foutu le sbeul, et ça a fini par Macron qui prend la parole en direct le soir et qui annonce la prime défiscalisée de 1 000 € à la fin de l'année, prime qui est montée à 2 000 € même, et prime qui doit être versée à tout le monde ou à personne. C'est des miettes. Mais c'est une victoire d'un mouvement social. Et c'est une victoire en termes de pouvoir d'achat pour pas mal de Français malgré tout. Je pense donc, très pragmatiquement, seul le mouvement social peut amener des changements structurels dans le fonctionnement de notre système politique, que ce soit la chute de la 5ème République, ce que je souhaite de tout mon cœur, ou que ce soit des conquêtes sociales un peu plus globales, un peu plus généralistes, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est la fin et que je ne sais pas, je sais pas quoi dire de plus.